Bonjour à vous, bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Un drame dans les Yvelines, à Magnanville, un couple de policiers assassinés cruellement. Une réaction, un hommage? Oui, bien sûr, les réactions et les hommages ne manquent pas, c'est bien naturel devant ce drame abominable, ignoble. J'observe quand même une chose, c'est que ces réactions me font penser quand même à la parole de Bossuet, le fameux prédicateur du XVIIe siècle, selon lequel Dieu se rit de ceux qui déplorent les conséquences, mais qui ont en quelque sorte participé par leurs actions ou leur inaction à ce qui arrive. Voilà. Et les causes me paraissent être évidemment la politique qui a été suivie au cours de ces dernières décennies, politique migratoire sans absolument aucun contrôle de l'assimilation réelle, qui est le cas d'un certain nombre de jeunes gens issus de l'immigration, je ne le méconnais pas, qui est l'enseignement pratiquement de la haine de la France, dans notre éducation trop souvent antinationale, qui est aussi la méconnaissance d'un certain nombre de réalités de l'islam, parce que tout le monde dit mais tout ça n'a rien à voir avec l'islam, etc. Si, ça a à voir avec une interprétation littérale du Coran, dans lequel ces appels au meurtre se trouvent explicitement. Ça n'est évidemment pas l'interprétation de personnalités respectables telles que le recteur de la mosquée de Paris, M. Dalil Boubaker, mais c'est une interprétation, et cette interprétation elle a libre cours dans un certain nombre de mosquées sauvages notamment. Je pense qu'il serait nécessaire de contrôler bien sûr ces prédicateurs, d'expulser ceux qui se livrent à de tels appels au meurtre ou qui les rendent possibles. La déchéance de la nationalité pour les doubles nationaux doit revenir évidemment à l'ordre du jour, ainsi que l'expulsion sans faiblesse de ceux qui, étrangers ou doubles nationaux, ramenés à leur seule nationalité étrangère, ont commis des actes de terrorisme. Ça ne suffirait pas à prévenir des actes isolés aussi ignobles que celui que nous avons connu. Mais enfin, ça permettrait peut-être de limiter les dégâts. Oui, mais les États-Unis, qui n'ont pas la même politique migratoire que la France, subissent également, c'est le cas d'Orlando, la tuerie, près d'une cinquantaine de personnes assassinées. Il n'y a pas la même politique. Bruno Gollnisch, ce n'est pas forcément lié qu'à la politique migratoire. Les États-Unis sont un pays d'immigration. On est beaucoup tombé à bras raccourcis, évidemment, toute l'intelligentsia sur M. Trump qui avait demandé un moratoire. J'observe quand même que l'auteur de cette tuerie, c'est un citoyen américain peut-être, mais d'origine afghane. Bon, donc c'est pas tout à fait innocent. Ce que j'observe aussi, ce sont quand même les commentaires absolument incroyables. Qu'il s'agisse de l'abominable assassinat de Magnanville. J'entendais ce matin, je ne sais pas, c'était sur Radio Classique, je ne sais pas si c'était monsieur Safran ou si c'était M. Seguela, qui avait l'air d'incriminer les appels à la haine du Front National. C'est un comble, mais quel culot faut-il à ces gens-là? Non, messieurs, le Front National, il n'a fait qu'essayer de prémunir les citoyens français contre la situation dont chacun reconnaît qu'elle est extrêmement périlleuse et très difficile à gérer, dans laquelle on se trouve aujourd'hui par la faute de l'incurie des politiques et par la faute de la complaisance des médias et des communicants dont vous faites partie. Et pareil, d'ailleurs... Quand M. Herpin, par exemple, le responsable régional pour la région centre d'Europe Écologie Les Verts, qui fait le parallèle entre le drame d'Orlando et la manif pour tous, jugeant que la différence entre les deux, c'est juste qu'à Orlando, les gens sont passés à l'acte. Là aussi, vous stigmatisez le genre de parallèle. Je dis que M. Herpin a commis une ânerie, pour rester poli, et une scélératesse. Évidemment, parce que on peut tout à fait réprouver l'assassinat de masse de la tuerie d'Orlando et ne pas vouloir s'en prendre physiquement aux homosexuels. On a le droit de considérer que l'institution du mariage, néanmoins, doit rester réservée à l'union d'un homme et d'une femme en vue de fonder une famille et de transmettre la vie. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. La manif pour tous a mis des centaines de milliers, millions de gens sur les rues, et sans que l'on observe le centième des violences que l'on constate aujourd'hui quotidiennement. Que n'aurait-on pas entendu d'ailleurs? On aurait entendu des appels à la condamnation du fascisme, à l'interdiction de tout cela, dissolution, emprisonnement, etc., peine sévère, alors que j'observe quand même qu'il y a une quasi-impunité pour les casseurs dans notre pays. Il ne faut pas quand même
se voiler la face. Pas forcément le cas dans le football. On a vu les violences en marge des matchs de l'Euro, dans les rues de Marseille, dans les rues de Nice. Les pouvoirs publics ont fait ce qu'il fallait. On peut difficilement aller à l'encontre de ces violences qui incriminent en fait des populations généralement venues d'Angleterre, venues de Russie ou des pays de l'Est. Oui, il y a aussi des voyous bien de chez nous. Hein. Vous allez parler des racailles aussi de Marseille, qu'on n'a pas vu sur les images pourtant non, bien des sûr, médias. Mais les images sont soigneusement filtrées. Mais il n'y a pas que les violences à l'occasion de l'Euro. Il y a eu les violences à l'occasion, par exemple, de la manifestation, de la dernière manifestation de gauche. Alors, je voudrais quand même dire une chose. Moi, je ne suis pas le ministre de l'Intérieur. M. Cazeneuve paraît être un homme posé et sérieux. Il n'y en a pas tant que ça dans ce gouvernement. Mais tout de même. On dit, mais c'est extraordinaire, pour la première fois ou presque, enfin bon, on a utilisé des canons à eau. Mais que ne les utilise-t-on pas plus souvent? Et pas seulement des canons à eau, mais pourquoi pas munis d'un liquide inoffensif, mais indélébile, de colorier et indélébile, qui permettrait d'identifier les casseurs et après ça de les arrêter et évidemment de les déférer devant les tribunaux. Ça me paraît pourtant pas sorcier. Je suis indigné, plus encore indigné que par l'assassinat. L'assassinat de Magnanville est horrible, c'est un assassinat. Mais je sais qu'un gouvernement, quel qu'il soit, ne peut pas, tant qu'un coupable en puissance n'est pas passé à l'acte, il est extrêmement difficile de le contrôler. En revanche, ces casseurs qui sont d'une extraordinaire violence, nous les connaissons bien au Front National. Ce sont les fameux Antifa. Qui attaquent vos réunions, qui vous menacent, tentent pendant d'intimider. des années attaqué nos réunions, avec la bénédiction du trotskiste Cambadélis, qui est l'actuel secrétaire général du Parti socialiste tout de même, qui les y encourageait. Ce sont ceux dont faisait partie le malheureux jeune Méric. Ce n'est pas faire porter atteinte à sa mémoire que de dire qu'il faisait partie des agresseurs. Et que ce sont ses compagnons, en quelque sorte, de violence, qui sont les premiers responsables de sa mort, et non pas ceux à qui il s'en est pris. On a mis des années à découvrir ça. Je me souviens encore des trémolos dans la voix et des imprécations de M. Rian Sipel, porte-parole du Parti socialiste. Mais c'est ça la réalité. Et là, M. Rian Sipel, devant ces violences, on ne l'entend pas beaucoup. Moi, je dois dire que quand j'ai vu ces salopards qui s'en prenaient à coups de masse à la vitrine de l'hôpital Necker. Hôpital pour enfants. Hôpital pour enfants dans lequel était hospitalisé ce bébé on n'est plus tout à fait un bébé d'ailleurs, à 3 ans, hein, qui est l'enfant du malheureux couple de policiers assassinés, qui s'en prenait à coups de masse à cet hôpital. Moi, je le dis très calmement, très posément et très fermement, je n'aurais pas été choqué que les forces de l'ordre fissent usage de leurs armes. Ça me paraît tout à fait conforme, en tout cas c'était conforme à la loi telle qu'on me l'enseignait en 2e année de faculté de droit, c'est-à-dire que l'attaque à force ouverte, par effraction et en bande organisée de lieux privés justifie l'usage des armes, non seulement d'ailleurs de la part de la force publique, mais même de la part de simples citoyens. Et je dois dire qu'il faudra quand même un jour que les auteurs de ces pillages, de ces violences abominables, qui demain vont commettre aussi des meurtres ou des assassinats, bon, soit mis, oui bien sûr, ils en sont tout à fait capables, qu'ils soient mis définitivement hors d'état de nuire. On ne compte plus les commerçants dont le fruit du travail a été en l'espace de quelques minutes spolié par ces voyous. À côté de ça, les phénomènes de grève contre la loi travail, c'est quoi une baisse de la mobilisation? C'est la fin de l'ère syndicale? J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les méthodes sont toujours les mêmes. Et je pense que ces faits de paralysie méthodique de l'activité du pays doivent conduire à réfléchir, comme le demandait le Front National, sur l'exercice du droit de grève dans les services publics. Le droit de grève est fait
est intangible dans le secteur privé. Il est là pour permettre aux employés, aux salariés de faire pression. Lors d'un conflit social, il a été octroyé par Napoléon. Et on voit plutôt l'inverse, c'est plutôt le public qui fait la grève et qui se met en grève que le privé. On ne va pas revenir là-dessus. En revanche, quand vous voyez par exemple, comme au Havre, qu'une soixantaine de syndicalistes bloquent une raffinerie qui comporte 2000 employés, et en bloquant cette raffinerie, sont susceptibles de bloquer l'activité de toute une zone géographique de tout le pays. Je dois dire que dans les secteurs vitaux de l'énergie et des transports, où je suis, avec le Front National, personnellement favorable d'ailleurs au maintien du service public, à la non-ouverture à une concurrence sauvage telle qu'on veut l'imposer ici à Bruxelles, j'estime qu'en contrepartie, le droit de grève doit être beaucoup plus sérieusement encadré. Un rapport va être étudié par le Conseil de l'Europe la semaine prochaine autour de la question de la GPA, la gestation pour autrui. C'est quoi? C'est le transhumanisme qui tente de revenir toujours encore plus par la petite porte dans les institutions européennes? Oui, bien sûr. Ça permettra le commerce, en quelque sorte, des corps. Le commerce des corps par des femmes qui porteront... Tout n'est pas exploitable à vos yeux? Non, absolument. Tout ne peut pas être mercantile? Bien sûr que non. Même s'il y a des subsides, même s'il y a un marché? Surtout s'il y a des subsides et surtout s'il y a un marché. La loi du marché n'est pas au-dessus de la loi naturelle ni de la morale élémentaire. Nous parlions la semaine dernière du Brexit et intervenue entre-temps une déclaration du ministre des Finances de Mme Merkel, Wolfgang Schäuble. Oui, une réaction qui finalement, opposée au Brexit, et on le comprend, il a quoi? Il a raison de s'ingérer dans le débat? Non, mais tout le monde essaie de faire pression aujourd'hui sur les Britanniques, c'est incroyable. Bientôt, on va prédire les 7 plaies d'Égypte, les grenouilles. C'est le droit des pro-Europe, Bruno Gollnisch, on ne peut pas leur enlever ça. Et non, ce que je trouve encore plus scandaleux que les interventions de M. Schäuble, c'est l'intervention du ministre des Finances britannique, M. Osborne. M. Osborne, si mes informations sont exactes, a aujourd'hui annoncé au public britannique que si le Brexit l'emportait, il augmenterait les impôts. Voilà. Ça, je dois dire que c'est quelque chose d'assez extraordinaire comme pression antidémocratique sur l'électorat. Je sais que l'establishment britannique est paniqué parce qu'il voit que le Brexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, progresse dans l'opinion britannique et à mon sens c'est heureux, et pour l'Europe et pour la Grande-Bretagne. Mais ce que je crois, c'est que si le Brexit l'emporte, la seule chose qui restera à faire à M. Osborne, s'il a encore un peu de dignité, c'est à démissionner. À jouer au terroriste fiscal, il va falloir en assumer les conséquences. Absolument. On va terminer sur une question un peu particulière. On parle beaucoup en ce moment du recul de l'État islamique au Moyen-Orient. Sur cette question-là, je crois que vous êtes plutôt sur la position de féliciter les Russes pour leur intervention. Les Russes se sont plus ou moins retirés. C'est quoi? C'est la fin aujourd'hui de l'État islamique? Non, pas du tout. Malheureusement, je crois que les communiqués de victoire sont extrêmement aléatoires. D'abord, il est tout à fait anormal, scandaleux, que la situation d'un certain nombre de poches où l'islam terroriste se manifeste avec cette violence et cette sauvagerie laisse pratiquement sans réaction la communauté internationale. Je pense par exemple au Nigeria, au nord du Cameroun, au Niger où ils viennent encore d'attaquer un poste militaire en faisant 60 morts. Je pense à Boko Haram, par exemple, qui s'est distingué par les massacres, l'enlèvement, le kidnapping de jeunes filles chrétiennes et la destruction systématique, On n'en parle plus aujourd'hui de Boko Haram, des écoles. Eh bien, Boko Haram n'est pas vaincu. Je pense à la Libye, où grâce à la politique que M. Bernard-Henri Lévy a inspirée à Nicolas Sarkozy, 200 km de côte étaient aux mains des islamistes, qui l'utilisent d'ailleurs pour leur trafic avec les migrants. Je réclame depuis très longtemps que l'on fasse le blocus des côtes libyennes, avec ou sans mandat de l'Organisation des Nations Unies. On est en état de légitime défense, oui ou non. On doit protéger les vies de ceux qui sont mis sur des esquifs, dont on sait très bien qu'ils vont couler. Les passeurs
d'ailleurs, téléphonant au service de secours pour les faire sauver. Pour faire passer tous ces migrants. Plutôt que l'état d'urgence chez nous, c'est l'état de guerre. Quant à l'Irak et à la Syrie, on ne peut qu'observer l'inaction totale du monde arabe, et notamment de la Ligue arabe, si ce n'est sa complicité avec les terroristes. Je pense personnellement d'ailleurs que je ne suis pas du tout certain qu'en dépit des communiqués de victoire de la coalition occidentale, par exemple à Palmyre ou Falloujah, etc., que les populations sunnites de Falloujah vivent comme une libération la présence de l'armée irakienne et des milices chiites qui combattent à ses côtés. On n'a pas résolu le problème des sunnites dans ces pays. On les a précipités méthodiquement dans les bras de l'État islamique, dans lesquels, malheureusement, un certain nombre d'entre eux se reconnaissent. Nous avons méthodiquement détruit, nous occidentaux, et les Américains, les anglo-saxons en particulier, ont méthodiquement détruit la seule force qui pouvait s'opposer victorieusement de l'intérieur à l'islamisme radical, le nationalisme arabe. Et ça, je crois qu'on continue à en subir les conséquences, et le problème, ne nous l'aurons pas, est très loin d'être réglé. Or, il faut qu'il soit réglé, parce que quoi qu'on en dise, c'est la base arrière, y compris des actes individuels. On dit qu'un tel, c'est un loup solitaire, ce qui ne signifie rien du tout, qui s'est auto-radicalisé. Non, on se radicalise toujours par un contact avec des personnes, et même ceux qui prétendument ne se radicalisent que par Internet, eh bien, les sites Internet, ils sont localisés quelque part. Eh bien, ce sont ces nids de vipères, bien évidemment, qu'il faut détruire. La situation du Moyen et du Proche-Orient, c'est celle que vous aborderez dans une prochaine conférence, je crois, à Strasbourg, au Parlement européen. Oui, avec les membres du groupe Europe des Nations et des Libertés. Et je crois qu'il y a beaucoup à dire. À bientôt, Bruno Gollnisch. Merci. Au revoir.